Une présentation de toutsurlehockey.com. Bon début de semaine, partisans des Canadiens, partisans amateurs des espoirs. Bienvenue dans ce rapport hebdomadaire des espoirs des Canadiens de Montréal. Matt Paradis du TSLH Espoir avec vous pour débuter cette semaine encore. Un petit lundi matin, 9h, chaîne YouTube de TSLH, un petit café à la main. On se passe ce petit épisode-là avec le suivi des espoirs du CH dans la dernière semaine. Le podcast est une présentation de barbenoir.com. Je vous invite à aller consulter le lien dans la description pour aller voir la gamme de produits qu'ils offrent, livrés à domicile dans toute la fraîcheur des produits. Donc, consultez leur site web. Puis, n'oubliez pas que si vous voulez encourager le podcast, le TSLH podcast, si vous voulez encourager le TSLH Espoir aussi, notre volet scouting du site web, vous pouvez le faire en partageant les articles, en partageant le site et aussi en vous procurant les casquettes TSLH qui sont disponibles dans la boutique. Le lien est dans la description de l'épisode également. Cette semaine, on approche en fait de la fin de saison du calendrier régulier, surtout dans la NCAA. Qu'on approche les tournois là, de fin de saison. Je sais que la Big Ten, c'est commencé déjà. La Hockey East, ça va être la semaine prochaine. Donc, les tournois de fin de saison, les séries éliminatoires commencent. Donc, il y a du gros hockey qui s'en vient. On continue de suivre les espoirs. Mais il y a aussi des espoirs qui ont terminé leur saison et qui ne joueront pas en série. Donc, on va faire le tour avec un petit topo de la saison, comment ça s'est passé dans le courant de la campagne 2022 et 2023. Je vais débuter immédiatement avec le top 5 des meilleurs marqueurs cette semaine. Un top 5 qui commence avec un top 3 de la LHJMQ ou d'anciens de la LHJMQ. J'y reviendrai. Au 5e rang, on commence avec Lane Hutson, défenseur de Boston University, qui a connu une très bonne semaine. 2 buts, 2 passes, 4 points en 2 matchs. J'aurai l'occasion de vous parler de Lane Hutson dans le volet Headlines un petit peu plus tard dans l'épisode. Hutson qui a connu une saison au-delà de mes attentes, une saison phénoménale. Donc, j'aurai l'occasion d'y revenir dans quelques minutes. Au 4e rang, Philippe Méchard, qui retrouve un petit peu d'offensive cette semaine pour Méchard du côté de Kitchener. Il a été employé sur le premier trio également. Je sais que depuis quelques matchs, il était employé sur la 3e unité. Il a fait un petit détour là, pendant sa léthargie offensive, un petit détour sur la 3e, de retour avec Francesco Pinelli sur la première cette semaine. Donc, une récolte de 4 passes en 3 matchs. À l'arrivée des séries, on espère justement voir l'offensive de Méchard se retrouver un petit peu plus au sein des Rangers. Au 3e rang, Riley Kidney qui continue sa domination offensive. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire que son adaptation avec les Olympiques se passe excessivement bien. 4 passes cette semaine en 2 parties du côté de Riley Kidney. Et au 2e rang, un petit nouveau. On n'en parle pas beaucoup cette année. C'est un ancien de la LHJMQ et j'ai nommé Miguel Tourigny. Miguel Tourigny qui joue dans la Extraliga en Slovaquie. Puis à l'approche des séries, a connu toute une semaine. 1 but, 4 passes pour un total de 5 points cette semaine.
Miguel Tourigny, je glisserai un petit mot dans le volet headlines à son sujet, surtout concernant son contrat au niveau de la Extraliga. Et au premier rang cette semaine, des meilleurs marqueurs chez les espoirs du CH, Joshua Roy, qui termine sa semaine de travail avec 2 buts, 3 passes pour un total de 5 points en 2 matchs. Et Joshua Roy a connu un solide match contre les Remparts de Québec, une victoire de 4-1 contre le Phoenix de Sherbrooke, contre les Remparts pour le Phoenix de Sherbrooke. Désolé, j'enregistre assez tard le dimanche soir, donc ça se peut que je me mélange dans certains termes. Mais pour Joshua, très bon match contre les Remparts. C'est un duel au sommet. Ces rencontres-là sont hyper importantes quand on veut évaluer le joueur parce que c'est des matchs où on veut que les leaders se lèvent, on veut que les meilleurs joueurs performent. Puis Joshua a montré qu'il est capable d'élever son jeu dans des grands défis, dans des grands affrontements. Puis contre les Remparts cette semaine, il l'a prouvé avec une performance très, très bonne de 1 but et 2 mentions d'aide contre les Remparts. Je saute immédiatement au volet headlines. Au niveau des manchettes qui ont retenu un peu plus mon attention, je vais vous ramener sur le bon vieux Lane Hudson qui a terminé sa saison régulière. Une saison régulière qui est franchement au-delà de mes attentes. Pour vrai, je pense que les attentes étaient moi, il était modéré, mais je pense que plus la saison avançait, plus que là, c'était pas démesuré, mais il y avait un hype qui s'installait, puis avec raison. Lane Hudson a connu une campagne superbe. Il a frôlé le record, en fait, de Brian Leach au niveau de la meilleure production de points pour un défenseur de moins de 19 ans. Euh, Lane Hudson a terminé sa saison avec 43 points. Donc, on parle d'une production de 12 buts et de 31 passes en 33 matchs. Puis le record de Brian Leach a été fait sur un échantillon de 36 matchs et le total de points était de 47. Donc, il lui manquait seulement 4 points pour battre le record de Brian Leach. Lane Hudson, ce qui m'a impressionné cette année, si on fait un recap rapide de sa saison, ça a été sa capacité de marquer des buts de façon différente. Lane Hudson, ça a toujours été, à mes yeux, un passeur élite. Ça a toujours été un gars qui manœuvrait avec la rondelle dans les espaces d'une très belle façon. C'est un gars qui est capable de faire bouger la boîte défensive adverse par sa mobilité. Pas nécessairement au niveau de son explosion incroyable, puis il n'y a pas un edge work élite comme certains défenseurs peuvent avoir dans ces âges-là. Mais Lane Hudson est tellement trompeur et tellement intelligent avec la rondelle que ça fait de lui un joueur en possession de rondelle qui est difficile à attraper. Puis moi, ce que je voyais de lui dans la NCAA, c'était peut-être plus une production de 6, 7, 8 buts, puis plusieurs passes. Puis finalement, il s'en va récolter 12 buts. Il y a beaucoup de ces filets qui ont été inscrits autour du gardien de but parce qu'il appuyait l'offensive, puis il manœuvrait avec la rondelle autour du gardien aussi. On le voit à l'écran présentement, la séquence. C'est un gars qui allait dans le fond de territoire, même en possession de rondelle, pour faire déplacer le jeu. Son adaptation en NCAA s'est très, très bien passée cette saison. Est-ce que le fait qu'il a joué avec son frère plus vieux dans l'équipe a fait en sorte qu'il était plus à son aise? Peut-être, là, c'est vraiment de la spéculation que je fais. Mais j'ai senti Hudson très à l'aise dans le calibre de jeu de la NCAA. Est-ce qu'il est prêt à faire le saut immédiatement chez les professionnels? Je ne pense pas. La raison est fort simple, puis on en a parlé aussi dans le podcast. J'en ai parlé dans mes rapports hebdomadaires. C'est que Lane Hudson n'a pas nécessairement une explosion sur ses premières enjambées qui est élite. C'est un gars qui est très mobile, c'est un gars qui sait manœuvrer dans les espaces, je le disais tantôt. Mais au niveau des premières enjambées, parfois, il manque un petit peu d'explosivité. Et j'ai peur qu'au niveau professionnel, euh, ce soit quelque chose qui l'empêche de jouer dans son style propre, dans son ADN, au niveau de la possession de rondelles, dans quoi il est élite. Ben, le fait de manquer la petite touch d'explosivité nécessaire pour semer son couvreur rapidement,
Je pense qu'il n'est pas encore là présentement. Mais ça va venir avec la prise de masse musculaire, avec la grandeur. Il a déjà grandi aussi, ce qui est très avantageux, ce qui est très intéressant dans son cas. Euh, mais tu sais, Lane Hudson n'a pas nécessairement un tir élite à mes yeux. Je pense plus que son jeu de passe est plus élite et sa vision de jeu est plus élite. Puis malgré tout, il a été capable de se démarquer avec son tir cette saison en récoltant une douzaine de buts. Donc, c'est très prometteur pour la suite, mais est-ce qu'il est prêt pour une carrière professionnelle immédiatement? Pas selon moi. Puis c'est vraiment une opinion personnelle. Il y a encore du développement à faire, mais on peut tous être excités de la saison qui vient de connaître. C'est des chiffres supérieurs à ce que Luke Hughes et Adam Fox ont offert à leur saison recrue. Oui, c'est plus haut que les productions aussi de Carl McCarr à sa saison recrue, mais Carl McCarr, c'était à sa deuxième année en NCAA qui a explosé, puis après ça, ça n'a fait que monter. Puis le fait d'avoir une production offensive supérieure à Adam Fox ne veut pas nécessairement dire qu'il va devenir un Adam Fox. C'est là qu'il faut faire attention quand même, selon moi. Mais on a quand même raison de, de s'exciter dans une certaine mesure et d'être satisfait de la saison en général de Lane Hudson. Les séries, le tournoi de fin de saison de la Hockey East commence la semaine prochaine. Donc, Lane Hudson va être dans une situation de séries éliminatoires. Donc, ça va être très plaisant à suivre dans son cas. Un autre qui a commencé son tournoi éliminatoire de fin de saison dans la Big Ten et j'ai nommé Jakob Dobusch. Jakob Dobusch, c'est un gardien depuis que je le suis, en fait, pour le TSLH Espoir. C'est un gardien que j'arrête pas de vanter son athlétisme. Euh, c'est un gars qui est très physique comme gardien de but. C'est aussi quelqu'un qui est très, très, très en forme. Euh, c'est- Dobusch a une charge de travail très, très élevée comparativement aux gardiens de son âge dans la NCAA. En fait, il goal tous les matchs. Il est toujours là devant la cage. Je le répète assez souvent, mais cette semaine, Jakob Dobusch a défié encore la logique dans son cas. Ohio State affrontait Penn State dans le quart de finale du tournoi éliminatoire de la Big Ten, de la division Big Ten. Et Dobusch a très, très, très bien joué cette semaine. Premier match, il a donné qu'un seul but sur une trentaine de lancers, je crois. Et en fait, il a terminé sa semaine de travail avec 4 buts alloués sur 94 tirs. C'est une moyenne d'efficacité qui est très élevée. Euh, mais c'est ça, dans le premier match contre Penn State, il va chercher la victoire. Deuxième match, son club s'incline 2-1 en prolongation. Encore une fois, Dobusch a été testé, il a livré la marchandise, il a donné constamment une chance à son équipe de remporter la victoire. Malheureusement, ben, sur un deuxième match en 2 soirs, Ohio State n'a pas été en mesure de remporter le match. Donc, on a dû jouer un match ultime dimanche, ce qui faisait en sorte que Jakob Dobusch a été d'office pour 3 matchs de suite. Il a gardé les buts pour 3 matchs. Il a reçu environ 30 tirs par match. On parle d'une performance de 34 lancers reçus dans le premier match. Je les ai devant moi, là, je vais vous les donner. 34 tirs dans le premier match et 30 tirs le deuxième, 30 tirs le troisième. Il a reçu 30 tirs par match. Il a gardé les buts 3 soirs d'affilée et il a été capable de procurer la victoire aux Buckeyes à son dernier départ pour propulser Ohio State en demi-finale contre les Wolverines du Michigan. Donc, Dobusch a été sensationnel cette semaine. Il a été calme devant son filet dans un contexte où il fallait où il fallait qu'il contrôle son énergie. C'était sûr qu'il allait jouer 2 matchs minimum, peut-être 3. J'ai senti qu'il avait conservé son énergie et dans ce temps-là, Dobusch est encore plus efficace. Quand il n'est pas trop explosif, quand il n'essaie pas de trop en donner, c'est là que le potentiel de Dobusch vient me parler vraiment beaucoup. Donc, c'est vraiment des performances euh, pas exceptionnelles, mais c'est encore une fois, Dobusch vient me montrer qu'il est capable d'assumer une charge de travail très importante, de rester constant dans cette charge de travail-là, d'être
fiable et efficace, tout en donnant une chance à son équipe de gagner soir après soir, même s'il garde les buts pour 3 soirs de suite. Donc, je le répète, Jacob Daubush, ce gardien-là est prêt pour jouer chez les professionnels. Et advenant une défaite contre Michigan en demi-finale, je ne serais pas surpris qu'il signe son contrat et qu'il rejoigne le Rocket de Laval pour le dernier droit de la saison. Euh, Présentement, Kevin Poulin est blessé. S'il n'est pas blessé, il va se reblesser dans le sens que cette année, c'est difficile pour Kevin Poulin. Il a manqué beaucoup d'actions. Il revenait au jeu, on l'utilisait. Il retombait à l'infirmerie. Cette incertitude-là fait qu'on rentre en série avec Caden Primo qui joue du très bon hockey présentement, mais on rentre avec Caden Primo. Puis si ce dernier se blesse, là, on se retrouve avec Philippe Desrosiers, que c'est aucunement pour enlever rien au talent de Philippe Desrosiers, mais c'est un gardien de la East Coast qui vient dépanner dans la Ligue américaine. C'est pas optimal de rentrer en série avec Desrosiers comme auxiliaire, à mon avis. Donc, si Poulain n'est pas en mesure d'être en santé, ben là, ça se pourrait qu'on voit Jacob Daubush venir assurer les arrières de Kevin Primo pour le dernier droit de la saison. Et si Kevin Poulain, heureusement, est en santé, j'ai aucun problème à voir Jacob Daubush venir avec le Rocket, s'entraîner, vivre l'expérience professionnelle, participer aux pratiques et aussi vivre le cheminement vers les séries dans le hockey professionnel. Donc, moi, c'est ce à quoi je m'attends. Est-ce que c'est quelque chose qui va se réaliser? J'en ai aucune idée. Je n'ai pas d'informations privilégiées par rapport à ça, puis ce n'est pas le but de la chose. Mais je pense que Jacob Daubush pourrait peut-être rejoindre le Rocket pour la fin de la saison. Et si les nouvelles concernant Kevin Poulin ne sont pas bonnes, je pense que l'organisation va sérieusement considérer cette option-là encore plus que si Kevin Poulin est en santé pour les séries. Donc, Jacob Daubush, très bonne saison cette année. Certaines petites baisses de régime au niveau de sa technique, mais je peux expliquer ça par le fait que il a gardé beaucoup les buts pendant la saison, mais globalement, quand ça a été le temps contre les gros clubs et en quart de finale contre Penn State, il a livré la marchandise, il a été constant, il a été à son meilleur. Puis cette semaine, il a vraiment été à son meilleur. Ça a été la meilleure fin de semaine de Jacob Daubush de toute la saison et il a été employé pour 3 matchs en 3 soirs. Donc, très solide, le gardien de but, espoir des Canadiens de Montréal, qu'il ne faut pas négliger comme étant parmi les meilleurs espoirs de l'organisation. Et j'espère le voir professionnel prochainement. Un petit mot sur Miguel Tourigny, j'en ai parlé dans le top 5 des meilleurs marqueurs de la semaine. Tourigny qui a terminé avec un but 4 passes cette semaine. Très bonne entrée en la matière pour les séries éliminatoires en Extraliga en Slovaquie. Tourigny, ce n'est pas un joueur que j'ai observé particulièrement beaucoup cette année. J'ai observé peut-être 2 matchs de lui tout au plus. C'est toujours le même défenseur qu'on voyait dans la LHJMQ, donc aime beaucoup transporter la rondelle, aime beaucoup se porter à l'attaque. C'est sûr qu'en Extraliga, ce n'est pas la ligue la plus physique, c'est même très peu physique. Donc Tourigny se démarque là-dedans parce que c'est pas un gars qui a un super gros gabarit, très bon coup de patin, très belle vision. Il est capable d'exploiter l'espace qu'on lui donne. Donc, dans un jeu qui est moins physique, ben, c'est sûr que ses qualités offensives vont ressortir plus. Est-ce que il a bien performé cette année au niveau offensif? Est-ce que ça veut dire qu'il est prêt pour un grand rôle dans le hockey professionnel? Ben, il faut quand même mettre un bémol. La Extraliga en Slovaquie, je veux dire, Thomas Plekanec et Jaromir Jagr, ils performent en République tchèque en Extraliga. Ben, la Slovaquie, c'est un peu la même chose, le même calibre à peu près. Là, fait que ça se ressemble beaucoup. On se souvient l'année passée, Philippe Méchard jouait dans cette ligue-là, puis en début d'année, dans la Ligue américaine, mentionnait que la Ligue américaine est beaucoup plus talentueuse et beaucoup plus physique. Donc, Tourigny qui se démarque offensivement, est-ce que ça veut dire qu'il est prêt pour le Rocket de Laval ou pour les Lions de Trois-Rivières? Moi, je pense qu'il peut apporter offensivement à l'un de ces clubs-là, mais
il y a certaines choses dans son jeu au niveau défensif qui va être difficile. Au niveau physique, je suis moins inquiet par contre parce que c'est quand même un gars qui aime se salir le nez puis il dérange sur la patinoire. Du moins, dans la GMQ, c'est ce qu'il nous avait montré. Euh, donc, à la fin de la saison, Tourigny a connu 2 très, très, très bons matchs, puis ça s'est poursuivi en série. Euh, Est-ce que c'est un gars qui pourrait rejoindre les Lions ou peut-être même le Rocket pour les séries? Présentement, il y a une bonne congestion chez les défenseurs à Laval, donc je pense pas qu'on aurait de la place pour lui, là, honnêtement. Peut-être avec les Lions. Ce qui me mène à dire, moi, j'ai pas trop compris la décision d'aller en Slovaquie sur un contrat pour une saison plutôt que de rejoindre les Lions. Je peux comprendre qu'il n'y avait pas de place à Laval, puis c'est peut-être ça qui a penché dans la balance. En fait, je suis pas mal convaincu que c'est ça qui a penché dans la balance. C'était Laval ou c'était ailleurs. Il a eu la chance de signer un contrat professionnel en Slovaquie, ce qui lui rapportait de l'argent probablement. Donc, c'est quelque chose qui était peut-être plus alléchant que d'aller dans la East Coast League. Donc, est-ce que pour la fin de la saison, il pourrait rejoindre les Lions? S'il a décidé de ne pas s'y rapporter au début de la saison, ça m'étonnerait qu'il s'y rapporte en fin de la saison. Est-ce qu'on y ferait une place à Laval? J'ai peu d'attentes par rapport à ça. Mais l'année prochaine, ça va être très intéressant de le voir au camp par contre, parce que je pense qu'il pourrait apporter une belle dimension au niveau de la transition du jeu, au niveau offensif à la ligne bleue du Rocket de Laval. On passe maintenant à la section en bref, des petites nouvelles rapides concernant les espoirs du CH. Je vais toucher pas mal la fin de saison de certains espoirs, mais avant, je vais parler un petit peu d'Owen Beck. Owen Beck, ça a été un petit peu plus difficile encore cette semaine. Bon dans le cercle des mises en jeu, il s'implique sa patinoire, il n'y a pas de trouble avec Owen Beck, mais au niveau offensif, ça fonctionne pas depuis qu'il est avec les Peace de Peterborough. Puis j'ai pas perdu espoir en Owen Beck, puis au niveau de ses qualités offensives, loin de là. Je pense que le système est peut-être plus dur à apprendre comparativement à ce qu'il y avait à Mississauga. Puis je pense que les joueurs, les joueurs avec qui il est jumelé, ça ne fit peut-être pas, là. Je pense que ça va prendre peut-être des changements de trio. Je ne sais pas si c'est un feeling personnel. C'est là que ça me mène à dire, est-ce qu'on doit abandonner dans le cas de Owen Beck concernant la Ligue nationale l'année prochaine? Euh, Moi, personnellement, je ne voyais pas, même s'il a joué un match dans la Ligue nationale et qu'il n'a pas eu l'air fou, même si au camp, il a été très bon, moi, avant même la transaction chez les Peets de Peterborough, je ne voyais pas Owen Beck dans la Ligue nationale l'année prochaine et c'est aucunement pour enlever quoi que ce soit aux joueurs. C'est plus par le fait qu'il y a une différence entre être capable de jouer dans la Ligue nationale et être prêt à jouer dans la Ligue nationale. Et je pense qu'Owen Beck est capable de jouer dans la Ligue nationale, mais n'est pas nécessairement prêt à y évoluer pour 82 matchs, à être constant et à avoir un impact selon une certaine proportion toute gardée dans le match. Parce qu'on s'entend, Owen Beck arrive dans la Ligue nationale et tu ne t'attends pas qu'il fasse 50 points direct en partant dans la Ligue nationale. C'est pas l'essence d'Owen Beck. Je pense qu'on va l'amener dans la Ligue nationale puis il va graduer les échelons à partir du 4e et du 3e trio pour peut-être aspirer à un poste au 2e trio. Mais je pense qu'on ne l'amènera pas directement dans un rôle offensif. Puis, est-ce qu'il est capable de jouer ces rôles-là? Je pense que oui. Est-ce qu'il est prêt à jouer complètement, à accepter tout ce système-là pour 82 matchs et être constant? J'ai encore certains doutes. J'avais des petits doutes avant la transaction chez les Peets, mais c'est sûr qu'avec le jeu d'Owen Beck chez les Peets, là, j'ai peut-être un petit peu plus de doutes quant à sa capacité d'être prêt à jouer dans la Ligue nationale. Mais Owen Beck, bref, euh, j'ai l'intention de regarder ses récents matchs pour essayer de comprendre un peu le phénomène de cette baisse drastique d'offensive du côté de Peterborough. Puis le texte d'observation va être disponible sur le site de Tout sur le hockey.
Je vais essayer de creuser vraiment pour voir qu'est-ce qui se passe avec ce joueur-là. Est-ce qu'on doit paniquer ou non? La réponse, je la sais déjà, c'est non, on ne doit pas paniquer, mais je veux aller voir pourquoi ça ne marche pas. Puis je vais vous partager ça sur le site de Tout sur le hockey. Donc, dans la section en bref, rapidement, plusieurs joueurs ont terminé leur saison. C'est le cas de Thijs Milanic et de Jake Gorniak chez les Badgers du Wisconsin. Au niveau du quart de finale dans la Big Ten contre Michigan, Thijs Milanic n'a pas joué, donc a été absent pour les 2 matchs de quart de finale, 2 matchs qui ont été perdus par Wisconsin. Jake Gorniak a récolté 2 passes dans ces matchs-là. Euh, non, c'est faux. Mes excuses. Jake Gorniak n'a pas récolté de points dans ces matchs-là. Je me suis mélangé avec un autre joueur que je vais y venir par après. Mais bref, Gorniak termine sa saison avec 12 points, donc 5 buts, 7 passes en 31 matchs. Thijs Milanic, ben, 1 but, 1 passe en 14 matchs. On connaît tout l'historique de ce Milanic. J'en ai parlé beaucoup dans les rapports hebdomadaires des espoirs du CH. C'est une saison à oublier pour Thijs Milanic. À oublier dans une certaine mesure, à se souvenir dans une autre mesure. Je pense que Thijs Milanic va avoir progressé au niveau mental, au niveau de son bien-être à lui. Puis j'espère que ça va lui permettre de revenir en force l'année prochaine. Mais ce serait quand même décevant qu'il ne retrouve pas sa touche de joueur parce que c'était un bon espoir acquis dans la transaction de Ben Sherratt. Cette année, il n'y a strictement rien à retirer de la saison avec Wisconsin. Puis Jake Gorniak, ben, c'est une production similaire à l'année passée, à sa dernière année en NCAA. Donc, j'ai pas d'attente. Je pense pas que ce gars-là va signer un contrat chez les professionnels, à moins qu'il imite Brett Stapley et qu'il signe un contrat dans la Ligue américaine pour jouer avec Trois-Rivières l'année prochaine. Ce sera peut-être une option pour lui. Chez les joueurs qui ont terminé leur saison également, ben, il y a Jaden Strobel qui a terminé son calendrier régulier à Northeastern, termine avec une production de 11 points, donc 1 but, 10 passes en 34 matchs. C'est une production qui est similaire à l'année passée. Donc, au niveau offensif, il n'y a pas eu de progression. Au niveau de son jeu, en général, cette saison, j'ai trouvé qu'il y a eu très peu de progression aussi. J'en ai déjà parlé. Au niveau de son jeu de transition, c'est toujours le même Jaden Strobel. Il est efficace pour bouger la rondelle sur sa première passe, mais parfois un petit peu plus de difficulté à repérer la bonne option. Jeu physique toujours présent, time bien ses mises en échec, est capable de faire mal à l'adversaire. C'est un joueur qui, j'évalue, c'est plate à dire, là, c'est une probabilité tellement poche, mais je pense que c'est 50-50, est-ce qu'il signe ou pas, là? Moi, personnellement, je ne le vois pas signer à Montréal parce que pour lui, il va avoir peu d'opportunités de se frayer un chemin vers l'alignement principal. Donc, pour lui, je pense qu'il pourrait considérer ne pas signer à Montréal. Mais pour signer à Montréal, ben, l'organisation, c'est un joueur qui coûte peu cher et qui pourrait aider le Rocket quand même assez rapidement. Sauf que là, ben, avec l'acquisition de Fred Allard, ben, on vient encore de mettre quelqu'un dans la hiérarchie des défenseurs. Donc là, ça devient un petit peu corsé là, pour Jaden Strobel. Ce sera à suivre dans les prochaines semaines, une fois que son tournoi éliminatoire va être terminé, parce que je ne crois pas qu'ils vont faire partie du tournoi national en NCAA. Du côté de Northeastern, ce sera à suivre. Dimitri Kostenko a également terminé sa saison du côté de la KHL parce que le Red Star de Kunlun ne s'est pas classé. L'espoir des Canadiens ne jouera plus cette saison. Il conclut la saison avec 4 points, donc 2 buts, 2 passes en 52 matchs. Il n'y a pas grand-chose à dire, sincèrement, concernant Dimitri Kostenko, mis à part le fait qu'il termine la saison avec, en moyenne, 11 présences par match. Donc, très peu de temps de jeu pour Kostenko, très peu d'évaluation, aucune progression. Si ce n'est pas une régression, je ne vois clairement pas ce gars-là signer à Montréal dans un avenir proche. Alexander Gordin aussi, c'est la même chose. Sa saison est terminée.
termine avec une production de 2 points en 6 matchs dans la KHL. Il a terminé la saison, en fait, avec Sochi dans la KHL, mais a passé la majorité de sa campagne en VHL, qui est la ligue américaine de la KHL, en fait. A terminé la saison avec 8 buts, 4 passes, donc 12 points en 36 matchs. C'en est un autre que je ne vois pas signer à Montréal, mais pas du tout. J'irais même jusqu'à dire que c'est un choix gaspillé, mais c'est pas très, très gentil de le dire, mais bref. C'est ce qui met pas mal fin aux joueurs dont la saison est terminée. Évidemment, dans les prochaines semaines, il va en avoir d'autres qui vont s'ajouter. Donc, à chaque semaine, une fois qu'un joueur va avoir terminé, on repassera un petit peu sa saison en revue rapidement. Quelques retours de blessures dans les dernières nouvelles en bref. Jared Davidson qui est revenu, lui qui n'avait pas joué depuis le 21 février, aucun point cette semaine pour l'attaquant des Thunderbirds de Seattle. Et Daniel Sobolev, le défenseur des Spitfires de Windsor, était blessé depuis le 21 janvier pour une blessure au bas du corps et était de retour cette semaine. Toujours pas de points pour Sobolev du côté de Windsor. Donc, c'est ce qui met fin au segment en bref et de surcroît de l'épisode du rapport hebdomadaire des espoirs des Canadiens. Je vous remercie d'être à l'écoute en ce lundi, début de semaine. J'espère que votre petit café corsé était excellent en écoutant l'épisode. Si vous voulez consulter la version écrite, elle est disponible sur le site de toutsurlehockey.com. Donc, merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.